Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 6 de Ben là. Ben là. Et cette semaine, j'ai le privilège, l'honneur de recevoir Luc Dupont. Ben là. Ben là. Alors, Luc Dupont est professeur à l'Université d'Ottawa en communication. Il est également chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques. C'est une sommité au Québec. Et quand je dis une sommité, et je dis pas ça parce qu'il m'a accordé pour une troisième fois une entrevue, mais c'est une sommité parce que lorsqu'on se pose la question sur qu'est-ce que c'est les communications, la publicité, l'impact dans notre milieu, Luc est une bible de référence. À lui seul, c'est l'intelligence artificielle de la publicité. Donc, c'est vraiment un privilège. Et vous allez remarquer, là, dans la période du Super Bowl, il va être partout dans les médias parce qu'effectivement, c'est un communicateur et la référence exceptionnelle dans ce milieu. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Salut Luc, comment ça va? Ça va très bien, toi. Merci, pour cette généreuse introduction. C'est toujours un plaisir de te parler. J'ai souvenir de deux belles interventions l'an passé, l'année précédente également. Donc, on a toujours beaucoup de plaisir à jaser ensemble. Oui, parce qu'on partage en quelque sorte la même passion. C'est un sujet qui m'anime. Et en plus, dans la période d'hiver, j'enseigne le cours de communication marketing et d'ailleurs, je demande à mes étudiants de s'abonner à ta superbe infolette. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans les murs du collège, si vous voulez avoir une référence en frais d'infolette, allez sur le site de Luc Dupont et inscrivez-vous. C'est fantastique. Il y a du contenu qui est à ma foi, pertinent, intéressant, et on est capable d'avoir un portrait intéressant, notamment de ce sur quoi tu nous parles dans les médias. Donc, Luc, je t'ai fait ton auto-promo parce que moi, j'oblige mes étudiants à s'y inscrire parce qu'il y a trop de contenu, c'est trop fantastique. Mais merci, c'est très gentil. Et effectivement, chaque fois qu'on échange, toi et moi, visiblement, on a été piqués par la même bébite. Est-ce que c'est la bébite marketing, publicité, communication? En tout cas, visiblement, c'est pas la bébite TT, la fameuse TT. Dans notre cas, à nous, on est bien ailleurs. Effectivement. Donc, Luc, abordons notre premier sujet pour lequel je t'avais approché, le Super Bowl, le 57e Super Bowl. Dans les annonceurs qui ont déjà mentionné qu'elle allait être présent, qui sont nos gros annonceurs? Qui sont nos grandes têtes d'affiche cette année? Ben, je pense que cette année, il y a comme trois trucs qui distinguent certainement cet événement-là, en tout cas des événements précédents. Un, c'est que, et je rappelle toujours pourquoi se parler de la pub du Super Bowl, c'est important. Au-delà, évidemment, de ceux qui sont là, qui ne sont pas là, c'est toute la question des stratégies de communication. Est-ce que, par exemple, mon message, je le dévoile avant le Super Bowl, je le conserve? Est-ce que je fais un petit teaser? Est-ce que non, je le dépose carrément complètement sur YouTube 2 ou 3 semaines avant? Est-ce que je soumets un message qui volontairement va être refusé parce que ça va générer plus de visibilité que s'il avait été accepté du premier coup? Donc, il y a toute la question stratégique, comment utiliser les médias sociaux dans cette nouvelle réalité-là, le clin d'œil que ça nous envoie sur l'économie du moment et évidemment sur le plan du marketing, où est-ce qu'on est rendu? Je précise ça parce que l'an passé, on s'était parlé de crypto-monnaie, toi et moi. Oui, effectivement. Le Super Bowl, crypto-monnaie, on connaît la suite, évidemment, de l'histoire. Il y a probablement des gens, d'ailleurs, qui, dans les prochains mois, vont passer quelques semaines, pour ne pas dire quelques années, entourés de barreaux de fer, communément appelés prison. Mais ce qui est fascinant cette année, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs absents qui, normalement, sont là, spécialement dans le domaine automobile. Alors, je reviens encore une fois avec la beauté du Super Bowl. Pourquoi on en parle, toi et moi, à chaque année, comme ça, en long et en large? C'est que ça me dit quelque chose dans ce cas-ci sur l'économie du moment. Donc, est-ce que j'achète des chars de 60 000 quand les gens ont de la difficulté à acheter une voiture usagée? Avant d'aller plus loin là, sur l'aspect automobile, il y a un élément que tu as dit que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu plus davantage. C'est possiblement moi qui n'est pas au courant de ce volet-là. Quand tu dis ils soumettent leurs publicités qui sont acceptées ou pas, donc ils ont un processus, dans le fond, d'acceptation des concepts publicitaires qu'ils vont proposer lors du Super Bowl? Oui, effectivement. Les exemples que je te donnerais, alors par le passé, tu avais GoDaddy, dont tu te souviens peut-être des publicités.
qui était volontairement très audacieuse, très explicite aussi. Il y avait une jeune fille qui était, disons-le, plutôt légèrement vêtue, disons-le comme ça. Alors, sciemment, GoDaddy savait que le concept serait refusé, mais ça devenait une occasion de dire, ben, pour ceux qui voudraient voir le concept intégral, il est sur YouTube. Alors, on marquait les points YouTube, on marquait les points du refus, on marquait les points de la visibilité qu'on s'était fait dire non, puis on marquait les points de la journée où on avait de toute façon tourné un message dès le départ qui, lui, serait ultimement accepté. L'autre exemple que je te donnerais de ce côté-là, c'est Las Vegas. Alors, Vegas, comme on l'appelle communément maintenant, parce qu'on est dans une opération de rebranding là, de Las Vegas, qu'on appelait autrefois comme ça. Puis c'est l'équipe de hockey en particulier. Là, si tu cherches la première... la première réalité marketing là, de quelqu'un qui a dit, tiens, on devrait peut-être revoir. Las Vegas, c'est un peu long. Vegas, c'est un petit peu plus punchy. Alors, Las Vegas avait l'habitude d'arriver avec un concept du genre, je suis convaincu que tu te souviens du slogan, c'était ce qui arrive, ce qui se passe à Vegas, reste. Yes. Exact. Mais évidemment, ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Remarque que dans les deux exemples que je t'ai donnés, GoDaddy et Las Vegas, tu vois qu'on est visiblement dans des eaux à peu près similaires ici. Et encore une fois, Vegas, année après année, avait l'habitude d'envoyer un premier concept qui était refusé. Puis par la suite, disait, écoutez, OK, bon, ben, on va couper ce bout-là, puis on mettra plutôt une famille que 3 gars ensemble, on mettra plutôt une famille que 4 filles ensemble, vous voyez un peu le genre. Et on revenait donc avec un nouveau concept. Mais oui, par le passé, c'est arrivé que sciemment, on a présenté des concepts qui allaient être refusés. Et oui, effectivement, il y a un OK à recevoir, non seulement du diffuseur, mais de la Ligue également, de la NFL. OK. Ben écoute, moi, je trouve ça pertinent que tu en parles parce que effectivement, des fois, on en entend parler, mais honnêtement, systématiquement, je ne savais pas s'il y avait un processus ou puis qui accepte, qui refuse. Et là, effectivement, ben, tu fais mention que sciemment, ils peuvent le faire puis qu'ils capitalisent sur tout ce qui vient avec. Donc, je nous ramène un peu sur le sujet initial. On parlait des annonceurs automobiles. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nos Tesla de ce monde? Alors, tu as beaucoup de joueurs qui, normalement, sont là. Je pense à Toyota. Toyota qui, au moment où on se parle, vient tout juste de changer de direction, donc de PDG. On se pose la question chez Toyota depuis plusieurs années déjà, est-ce qu'on investit du temps dans l'électrique? Est-ce qu'on se concentre plutôt du côté de l'hydrogène, les voitures hybrides? Alors, jusqu'à tout récemment, la réponse, c'était le futur de la voiture, comme on l'imagine en tout cas généralement, c'est plutôt une voiture hybride. Donc, en même temps, on a le coup de main de l'essence au cas où on serait pris au milieu du parc. Pour prendre un exemple d'ailleurs très concret de quelque chose récemment qui est arrivé et qui a été annoncé. Mais en même temps, on aurait le volet tantôt électrique, tantôt hydrogène. On ne s'entend pas toujours sur le carburant du futur à cet égard-là. Mais donc, Toyota dit cette année, savez-vous quoi? Comme on est un peu dans cette espèce d'incertitude-là, nous, on va passer notre tour. Alors, tu vois comme ça toute une série d'entreprises qui ont l'habitude d'être là au Super Bowl, qui officiellement, tantôt, vont nous dire on n'est pas là à cause de problèmes comme ceux-là, ou on n'est pas là parce que nous, on pense que investir 7 millions de dollars dans une publicité, compte tenu de la séquence économique dans laquelle on est, là, il y a quelque chose qui clash, il y a quelque chose qui ne marche pas, alors on préfère passer notre tour. Donc ça, c'est le premier événement qui est important parce qu'encore une fois, je rappelle qu'à chaque année, c'est une antenne sur le contexte économique marketing du moment. Alors, l'année passée, je t'aurais parlé de cybersécurité, on s'en était d'ailleurs parlé. Puis cette année, je te parlerai de paris sportifs, dont je t'aurais peut-être pas parlé l'an passé, parce que là, cette année, comme on est en train d'étendre ça à l'ensemble de l'Amérique du Nord, c'est le post-COVID, le sport professionnel a traversé une période très difficile. On s'est posé la question comment sortir du trou le plus rapidement possible. Et malheureusement, il y a des gens qui ont levé la main en disant si on frappait un petit peu moins fort dans les entreprises de paris sportifs, on leur laissait un petit peu plus la place. J'ai souvenir de Gary Bettman, par exemple, du côté de la Ligue nationale, qui disait on ne veut rien savoir du paris sportif dans la Ligue nationale de hockey. Je te rappelle qu'on est à Vegas maintenant. Et récemment, ben, c'est drôle parce que tout juste avant la période des fêtes, je voyais la Ligue nationale qui a signé une première entente de commandite avec une entreprise spécialisée dans les paris sportifs. Vois-tu un petit peu le genre, comme quoi on peut prendre sa veste puis la retourner assez rapidement. C'est le pouvoir de l'argent, en quelque sorte. Là. C'est quasiment... Oui, absolument. Et dans ce cas-ci, on peut deviner qu'on parle de sommes absolument colossales. J'ai le souvenir de Mark Cuban qui possède les Mavericks de Dallas. Et lorsqu'on a autorisé le pari sportif du côté de la NBA,
il avait dit le soir même, demain matin, je vais me réveiller et mon club vaut 2 fois plus cher que ce qu'il vaut au moment où j'entends la nouvelle. Parce qu'évidemment, soudainement, le pari sportif prend beaucoup d'ampleur. Mais donc, cette année, on va avoir comme ça beaucoup d'entreprises dans le domaine du pari sportif. Je te rappelle d'ailleurs en passant, Benoît, que l'un des porte-paroles au Canada de ça, c'est Wayne Gretzky. C'est quand même... Je pensais que tu allais me dire Georges Saint-Pierre, mais... Oui, aussi, effectivement. Et Wayne Gretzky est porte-parole de ça auprès de la Ligue ou de façon auprès d'entreprises qui moussent les paris? D'entreprise. Et tu as l'autre également, l'excellent joueur des Oilers d'Edmonton, le premier compteur de la Ligue. Tu vois son nom au bout de tu vois que j'ai des connaissances de hockey de joueurs. Connor McDavid, c'est ça? Exact. Alors, lui aussi, il est le porte-parole, effectivement, tu vois. C'était une petite devinette. Il y aurait une ou deux comme ça durant notre podcast. On s'amuse, évidemment, mais... Au montage. Mais dans ce cas-ci, ce qui est amusant, c'est que c'est ça. Alors, ça nous dit quelque chose sur l'économie du moment. L'autre truc important, donc le premier, c'est plusieurs fabricants automobiles qui sont absents cette année. Le deuxième, c'est Budweiser. Alors, évidemment, les gens qui sont habitués de nous écouter, toi et moi, genre ensemble, Benoît, vont dire Budweiser, ils sont toujours là, ils achètent beaucoup de pubs, ils sont importants. La question qu'on se pose souvent, est-ce que les chevaux sont là cette année? Alors, ce qui est amusant, c'est que depuis 33 ans, Budweiser avait une exclusivité. C'est la seule catégorie de produits qui avait une exclusivité au Super Bowl. Alors, c'était l'exclusivité alcool. Et ça voulait dire autant bière que fort, comme on l'appelle communément au Québec. Alors, pour la première fois cette année, ça fait 33 ans donc, Budweiser a dit, savez-vous quoi? On va arrêter de payer pour cette exclusivité-là. En d'autres mots, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir, soit libre à eux de le faire. Je précise, petite parenthèse, comme on est en podcast, et c'est la beauté du podcast, on peut y aller un petit peu plus en détail. À la télé, je n'aurai pas le temps de raconter ce qui s'en vient, mais j'ai le temps sur un podcast. C'est qu'en pratique, Budweiser avait le droit de premier refus pour n'importe qui aurait voulu annoncer de l'alcool. Et par les années passées, c'est arrivé 2 ou 3 fois qu'ils ont dit, savez-vous quoi, on va vous donner un coup de main, vos ventes ne sont pas excellentes, une façon méchante ou gentille de dire, on va vous donner un petit coup de main. Et ils avaient autorisé certaines entreprises. Je referme la parenthèse, mais ils avaient, en théorie, ils avaient l'exclusivité. C'est-à-dire que s'ils disaient c'est non, c'était non. Alors, cette année, il se passe 2 choses. L'an passé, ils avaient acheté 4 minutes. Cette année, ils ont acheté 3 minutes. Oups. Premier indice. Mais là, juste avant d'aller plus loin dans les indices, un 30 secondes, combien ça coûte cette année? Cette année, c'est 7 millions de dollars. C'est un record. Plus, je présume, le tarif d'exclusivité, et donc Budweiser devait payer un peu plus cher. Oui, absolument. Alors, il y avait... Prends l'exemple de cette année. En fait, prends l'exemple de l'an passé, de 4 minutes. Alors, 8 fois, l'an passé, c'était 6,5 millions. Ajoute à ça les frais de tournage, parce que là, il faut que le cheval tourne, il faut que le cheval se déplace dans la bonne direction, il faut que le cheval arrête au bon endroit, il faut que je reprenne la prise 1 fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois. Il fallait effectivement que je paie l'exclusivité. Alors, cette année, Budweiser dit, on regarde ça, on pense qu'on va passer notre tour. Et ce qui est assez remarquable, parce que là, on pourrait se poser la question, d'autant plus qu'on est dans un cours où on se pose ce genre de questions-là, c'est la beauté de jaser avec toi, c'est... Si vous êtes étudiante actuellement, la question, en fait, que j'aurais le goût de vous poser, c'est comment ça que cette année, Budweiser n'a pas reconduit l'exclusivité? Ça serait une méchante belle question d'examen. Et là, quand on commence à gratter, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en 1988, Budweiser vendait en Amérique du Nord 25 % de toute la bière. Alors, pense à n'importe quel party auquel tu assistais, Budweiser était là. En passant, la beauté d'être âgé comme moi, c'est que je me souviens de la première fois que Budweiser a commencé à offrir ses bières au Québec. Et je vais vous annoncer quelque chose pour les plus jeunes qui nous écoutent. Pendant plusieurs semaines, il a manqué de Budweiser parce que les gens voulaient boire de la Budweiser. Et ça, c'est le pouvoir de la pub. On aura compris que tu n'en avais pas bu avant, mais tu voudrais bien en boire maintenant. En 2020, Budweiser vend en Amérique du Nord 5 % de toute la bière. 5 %, donc on a 20 % d'écart entre 88 et aujourd'hui. Oui, alors on parle d'un déclin qui est assez important, qui s'explique entre autres par les bières importées. Je pense à Corona. OK.
Et tellement qu'il y a quelques années, je te rappelle que normalement, à la fin de chacun des matchs du Super Bowl, on va voir le corps arrière et on dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, le corps arrière, généralement, a signé un contrat d'exclusivité avec Walt Disney et spontanément dit ah, je m'en vais chez Walt Disney. Mais il y a une année, il y a quelques années, souviens-toi, le corps arrière a dit et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et il a surpris tout le monde en disant oh, je m'en vais boire une caisse de Budweiser. Alors, Budweiser sentait venir ça et ont tenté périodiquement de ralentir tout ça. Mais des bières comme Corona, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Possiblement que c'est une marque comme ça. Est-ce que le phénomène des microbrasseries a joué un rôle à l'intérieur de ça? Oui. Oui, et cette année, tu as une microbrasserie qui est Sam Adams à Boston, pour ceux qui sont peut-être allés déjà faire un tour à Boston. Je le dis parce que sans blague, Benoît, la dernière fois que je suis allé au Fenway Park, j'ai croisé des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Oui, c'était très amusant. On était assis pas loin, là. Je ne te dirais pas qu'on était assis côte à côte, mais j'avais trouvé ça très, très amusant. Donc, Samuel Adams, c'est une microbrasserie très populaire là-bas. On parle de microbrasserie, mais on aura compris qu'à certains égards, c'est une maxi-microbrasserie parce que c'est tellement important. Alors, eux, cette année, annoncent. Et le retour cette année, à cause de la fin de l'exclusivité de Budweiser, tiens-toi bien, roulement de tambour, pas vu depuis les années 80, Molson. Molson. Oui, Molson va être là. Alors, ça va être Molson Coors, tu devines, avec la fusion. Je le précise parce que les plus âgés qui nous écoutent se souviendront peut-être d'une époque où O'Keeffe avait été acheté par Molson. Là, on vient de reculer pas mal. Mais ça prouve qu'à la fin, il y avait des dizaines de joueurs. Puis aujourd'hui, il y a quelques joueurs seulement. Alors ça, pour moi, c'est le deuxième événement clé. C'est Budweiser qui dit, savez-vous quoi? Ça ne tient plus la route, l'exclusivité. Puis l'année passée, on vous a acheté 4 minutes. Cette année, on va acheter 3 minutes. Alors, vois-tu tous les petits indices là, qui donnent à penser que Budweiser est dans un lent déclin. Mais il y a aussi un cycle économique dans lequel on est actuellement, où c'est quand même pas évident. L'augmentation, l'inflation, le taux d'augmentation du taux directeur. Il essaie de freiner aussi un peu l'économie. Et on sent aussi que, à un moment donné, il faut que ça arrête aussi de progresser de façon phénoménale. Puis pas juste ça, c'est la consommation en général. À un moment donné, il faut aussi. On entend souvent parler des valeurs environnementales, mais la protection de l'environnement commence aussi un peu dans notre consommation et on est tellement imbibé maintenant de produits et d'offres qui sont vachement intéressantes. Puis que des fois, il faut se parler là, pour se recentrer. Et Budweiser, effectivement, la bonne vieille Budweiser, on a la Bud Light aussi qui est comme dans la même lignée. Moi, je suis plus Bud Light parce que c'est à 4 et puis ça a moins de calories, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais que, Benoît, puisque tu dis ça, Bud Light est maintenant la bière la plus consommée. Alors, Budweiser diminue, Bud Light vend plus, mais en même temps, effectivement, tu parlais tantôt des microbrasseries, ça vient chercher quelques pourcents. Et tu as évidemment les bières importées. Moi, il y a toute une génération de gens autour de moi, je remarque ça maintenant. Là, puis c'est le seltzer aussi, hein? Il y a de nouveaux produits. Oui, ça c'est fort. Constamment. Et tu viens de parler de c'est fort, mais je m'en voudrais aussi de ne pas préciser que cette année, pour la première fois, on va avoir beaucoup d'annonceurs qui vendent du fort. Alors, Cointreau va être là. Et tu vas en avoir comme ça. Alors, à partir du moment où Budweiser a laissé tomber son exclusivité, la nature a horreur du vide. Il y a toutes ces autres entreprises-là qui disent voilà une occasion extraordinaire de parler à cette génération-là puis de leur vendre nos produits. Donc là, tu nous as parlé des grands absents, ceux qui étaient moins là, ceux qui vont prendre un peu d'ampleur ou les nouveautés là, qui vont se présenter comme publicitaires pendant le Super Bowl. Qui sont-ils? Oui, belle question. Alors, donc, je rappelle qu'on n'aura pas Cybermonnaie, on va avoir les parieurs, on va avoir moins automobile, on aura moins Budweiser, et oui, la nature horreur du vide. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui lève la main et qui dit ah, peut-être que moi, ça m'intéresserait. Alors, je te le donne en 1000. Souviens-toi que le show de la mi-temps, depuis les 10 dernières années, c'est un show qui appartenait à Pepsi. Hein? Tout à fait. Pepsi possédait ça à 100%, payait 25 millions de dollars par année, juste pour dire au début du show de la mi-temps, ce show est une présentation de Pepsi, et à la fin du show de la mi-temps, ce show était une présentation de Pepsi. Alors, ce qui est phénoménal cette année, c'est que la NFL venait à la fin du contrat de 10 ans et a dit à Pepsi, on a remarqué avec nos codes d'écoute que souvent, le show de la mi-temps est plus écouté que le show comme tel. Alors,
Est-ce que vous penseriez de ça, de payer un petit peu plus cher? Et Pepsi a dit, attendez un petit peu, 25 millions là, pour dire ce show est une présentation de Pepsi, ce show était une présentation de Pepsi. Bon, c'est correct, là. Ça fait 12,5 millions de la France. La NFL a dit, ben, malheureusement, on ne pourra pas reconduire notre entente. Alors, cette année, et c'est ça qui est majeur, je te le donne en mille, le show de la mi-temps sera une commandite d'Apple. Oh, ouais. Apple. Apple a payé, alors c'est un contrat de 5 ans. Ils ont payé, roulement de tambour, 250 millions de dollars. Pour 5 ans. Pour 5 ans. Alors, 50 millions. Alors, ils ont multiplié carrément par 2. Alors, ta phrase, soudainement, c'est le cas de le dire, ce show est une présentation d'Apple et ce show était une présentation d'Apple. C'est 25 millions chacun. Quand vous écoutez le match là, dimanche, vous direz il y a 25 millions de dollars qui viennent de partir là, puis après ça, il y a un autre 25 là. Alors, ça, c'est la grande surprise. Et ça m'amène à te dire, Benoît, parce qu'on est dans un jour, encore une fois, on a des jeunes qui sont là-dedans, qui sont familiers avec le téléphone intelligent, la tablette, le streaming. Tu leur dis Netflix, ils disent oui, puis Crave TV, puis ils les nomment toutes les autres plateformes. Ça veut dire que dans un délai pas très, dans un temps pas très éloigné, je soupçonne que et Apple et Amazon et Disney et trois, quatre autres joueurs comme ça vont acheter les droits de toutes ces ligues-là. Alors, c'est probablement dans les dernières années où vous regardez un Fox pour voir un match de la NFL. Déjà, les matchs du jeudi sont présentés aux États-Unis exclusivement sur Amazon. Si vous êtes un fan de soccer français, il faut être abonné à Amazon. Et la dernière rumeur, c'est qu'Apple est en négociation actuellement pour obtenir la totalité des droits de la première ligue en Angleterre, qui est avec la NFL, les deux ligues les plus importantes de la planète Terre. La première ligue ayant un avantage que la NFL n'a pas, c'est que la réalité, le football américain, c'est, j'utiliserai pas l'expression locale, mais on comprend que c'est circonscrit. Canada, États-Unis, 3 ou 4 pays en Europe, curieusement, dont l'Allemagne et l'Angleterre. La vérité avec la première ligue, c'est que c'est mondial. Justement, dans le fond, je veux juste faire référence dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de choses. Tu parlais de Apple. Donc, Apple a quand même tout le temps misé En fait, a commencé à miser, notamment en 1984, avec la diffusion de sa publicité. D'ailleurs, je suis obligé d'en reparler parce que Luc, dans sa dernière infolette, a partagé la vidéo du segment de la publicité, juste pour vous démontrer un peu à quel point c'est riche là, quand vous recevez l'infolette. C'est plein de choses super intéressantes. D'ailleurs, j'ai diffusé ça à mes étudiants en utilisant ton infolette en disant voici Apple, je vous en parlais la semaine passée, ben voici. Luc, il l'a mis dedans. Donc, effectivement, en 1984, c'est leur première apparition. C'est une publicité d'anthologie. Puis, je ne suis comme pas surpris non plus de voir que Apple mise là-dessus pour la mi-temps. Et là, par contre, dans le fond, je suis un peu surpris, c'est de voir cette transformation-là de droits de diffusion qui s'en va plus justement vers les plateformes en streaming. Et pourquoi je te ramène un peu dans ce préambule-là pour ma prochaine question, c'est que j'aimerais savoir, notamment dans l'infolette que tu nous as envoyée encore une fois, tu nous as partagé des statistiques d'écoute du Super Bowl qui ont progressé. Et je dirais dans les facilement 4-5 dernières années, ça s'est mis à descendre et de façon importante. Alors, selon ton œil, Luc, selon ton expertise, c'est dû à quoi que ces baisses de code d'écoute-là sont aussi importantes? Oui, c'est une partie de l'explication, c'est streaming. Je me souviens, par exemple, des derniers Jeux olympiques. On a fait une étude que j'avais trouvée très intéressante. On a pris les gens qui ne sont pas abonnés à Netflix, on les a mis dans un paquet, et on a pris les gens qui sont abonnés à Netflix et on les a mis dans un autre paquet. Et on a simplement vérifié le profil des écoutes en lien avec les Jeux olympiques. Et ce qu'on a découvert sans surprise, c'est que les gens qui étaient abonnés à Netflix avaient regardé beaucoup moins les Jeux olympiques que les gens qui n'étaient pas abonnés. Alors, on est dans cette espèce de logique-là où, en même temps, inflation, les gens se désabonnent du câble. Je te précise que la semaine passée, il y a un chiffre extraordinairement important au Québec qui est sorti. Pour la première fois, il y a plus de gens abonnés au streaming que de gens abonnés au câble ou à la fibre optique. Ça, pour moi, c'est un moment excessivement important de l'histoire du Québec. Parce que souvent, au Québec, on lève la main et on dit « Ah, nous, on est différents. » Ah ben là, il ne faut plus lever la main. Là. Ça ne marche plus.
C'est pas vrai. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un Apple est en train de se familiariser avec la NFL, de la même manière qu'un Apple est en train de se familiariser avec la MLS, qui d'ailleurs, je te ferai une prédiction à cette antenne. Donne-moi 6 ou 7 ans et le soccer aux États-Unis sera plus populaire que le hockey. Oh, À cause de 2026, à cause de la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique en même temps. Moi, dans mes cours actuellement, mes anecdotes de hockey marchent moins bien qu'autrefois. OK. Mes anecdotes de soccer sont plus efficaces. Maintenant, c'est cette génération-là que j'ai maintenant. Ils sont beaucoup plus, je dirais, internationaux. Je reviens à Apple d'ailleurs, tu parlais de l'infolette. Je précise que la vidéo que j'ai partagée, c'est la vidéo de la captation telle que ça s'est passé le vrai soir qu'on a vu la pub. Je le précise parce que c'est la seule façon de vivre l'événement comme si on avait été là. Remarque, j'ai souvenir de l'avoir vu, mais avec le temps, tu comprendras que tout ça finit par disparaître pas mal. Mais c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette petite clip-là qui dure un petit peu plus d'1 minute 25, c'est qu'on a le dernier jeu comme si on était en train de voir le match. Et là, il y a la pause commerciale. Et ce qu'on ne peut pas deviner, mais toi puis moi, on le sait maintenant, ce qu'on ne peut pas deviner, c'est qu'on s'apprête à voir un message qui va révolutionner l'histoire de la publicité à tout jamais. Alors, c'est sûr que dans le cas d'Apple, le pitch de la NFL, c'est un match important. C'est sûr que ce n'est pas un gros pitch. C'est important pareil. Euh, Justement, tu parles de foot, OK, de football, donc on va dire soccer, mais de football américain, puis football, je dirais international, appelons ça comme ça. Euh, Entre, par exemple, justement, le mondial, la Coupe mondiale, en fait, la Coupe mondiale de soccer et le Super Bowl, si je te donnais un budget de, je ne sais pas moi, de 20 millions, tu le placerais où? C'était une bonne question. Probablement que j'en mettrais 3 quarts sur la Coupe du Monde. Probablement que j'en mettrais 1 quart sur la NFL. Alors, sur le plan de la popularité des uns et des autres et des codes d'écoute, en te disant que j'en placerais 25% du côté de la NFL, en réalité, si on regardait le nombre de personnes qu'on va rejoindre, on dirait tu surinvestis dans la NFL et tu sous-investis dans la Coupe du Monde, même si la Coupe du Monde, je le rappelle, la moyenne des matchs générait autour, là, je te donne de mémoire, là, générait autour de 150 millions de téléspectateurs. Donc, vois-tu, chaque match était un Super Bowl. Ça va, chaque match de la Coupe du Monde est un Super Bowl. Maintenant, il y a une chose que j'ai oublié de te dire, qui est super important et qui explique pourquoi je surinvestis du côté de la NFL par rapport au foot, même si au soccer, tiens, pour ne pas mélanger personne, c'est le profil des téléspectateurs. Alors, juste la Californie. Alors, prends juste la Californie. Je ne prends pas les États-Unis. Prends juste la Californie. Tu peux insérer là-dedans, en termes d'activité économique, l'équivalent de mémoire d'une quinzaine de pays qui participaient à la Coupe du Monde. Alors, tu me vois venir, évidemment, c'est qu'à la fin, du côté de la pub, c'est oui, le nombre de personnes qui vont voir la pub, mais c'est aussi le profil de ces personnes-là. Moi, je ne sais pas, je te vends des croisières dans le Sud, par exemple. 3 4 000 $ par personne. Il faut que m'assure qu'il y ait un revenu discrétionnaire de la part des téléspectateurs qui regardent ça, qui sont prêts à faire ça, qui sont intéressés et qu'éventuellement, ils pourraient acheter le produit. Si je parle à des gens qui ne peuvent pas acheter le produit, je ne suis pas plus avancé. À la fin, il y a ces considérations-là. Et ça explique pourquoi le Super Bowl perdure dans le temps, puis des événements comme ceux-là, des événements en direct que tu dois regarder en direct, que tu ne peux pas regarder en reprise, que tu vas regarder en groupe, que tu acceptes de consommer. Alors, dimanche qui vient, 20 milliards de dollars de nourriture. 20 milliards, pas millions, milliards de nourriture qui va être consommée. À elle seule, Pizza va vendre 1,5 million de pizzas. Alors, juste ça, mais là, je te donnerai tout, tu tomberas en bas de ta chaise. D'ailes de poulet. C'est la statistique des ailes de poulet que je veux. Tu l'as par hasard? Oui, ben écoute, je te donne les ailes de poulet. Oui, c'est 1,4 milliard d'ailes de poulet. Ah, c'est du stock, pas à peu près. Là-dessus, là, j'ai acheté 3 boîtes. C'est 1,2 milliard de dollars de bière. C'est 14 500 tonnes de chips. C'est 4,5 millions de kilogrammes de côte levée.
Parce qu'il va y avoir autre chose. Il y a les ailes de poulet puis il y a la côte levée. Là. On n'est pas tout à fait dans les mêmes univers. La moyenne de calories durant la journée dimanche, 8083 calories. Ça veut dire presque 3 livres. Presque 3 livres. C'est 2,2 millions de kilos de pretzel, 1,7 million de kilos de popcorn, 1 million de kilos de noix. Alors, tu vois que Et, évidemment, je me plais toujours à rappeler qu'il y a des gens très sérieux maintenant qui font des pressions aux États-Unis pour que le lundi suivant soit une vraie journée fériée. On ne blague pas là, parce qu'il y a à peu près 17 millions de personnes lundi matin qui vont appeler En fait, ils vont plutôt envoyer un courriel maintenant, c'est moins risqué de se faire attraper. Tu t'envoies un petit courriel rappel autour de 6h30, là, dont le est prévu automatiquement en disant écoute, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mal à la tête ce matin, ça ne va pas. Je vais passer mon tour pour aujourd'hui. Remarque avec le travail à la maison, maintenant, c'est peut-être plus facile de faire semblant qu'on est tout boulot qu'autrefois. Effectivement. Luc, revenons un petit peu aux différents concepts. Est-ce que tu as eu la chance de voir ça? Est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont déjà lancé leur publicité en pré, dans le fond, en pré-écoute ou en teaser avant le Super Bowl? Oui, il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu, Benoît. Normalement, là, à ce stade-ci, je serais capable de te raconter, je ne sais pas, une trentaine. Écoute, l'année passée, là, je me souviens, dans la semaine précédente le Super Bowl, on avait quasiment, écoute, on avait au moins 10-15 qui étaient disponibles, qu'on était capable de voir la pub. Là, on dirait que j'ai fait des recherches aussi de mon bord. À part quelques teasers, c'est quasiment la loi de l'omerta cette année. Je ne sais pas pourquoi. Oui, très difficile. T'en as 3, à mon avis, qui se démarquent, qui ont été déposés à peu près dans leur totalité. Le premier, c'est Workday. Les profs d'université de cégep, de secondaire, de primaire, tôt ou tard, finissent par tomber sur quelque chose qui peut ressembler à un produit comme celui-là. C'est juste que quand on utilise l'interface, on n'est pas toujours au courant que c'est du Workday, mais c'est une campagne que je trouve géniale. C'est quelqu'un qui dit, en fait, c'est le patron qui dit, il faut qu'on arrête d'utiliser l'expression qu'on est des stars, et puis il faut faire attention à ça. Et c'est une pub qui est truffée de stars. Alors, tu as Ozzy. Je le dis parce que pour les gens un peu plus âgés, Ozzy, c'était notre incontournable. C'est Ozzy dans la pub. Ozzy qui a annoncé, je le précise, la semaine dernière, par l'intermédiaire des médias sociaux, qu'il ne ferait plus jamais de tournée parce qu'il était physiquement trop magané. Remarque que dans son cas, c'est un exploit là, qu'il ait été capable d'en faire encore jusqu'à tout récemment. Bon, c'est quelque chose qui me dépasse. Les 20 dernières années, c'est des exploits pour Ozzy. Oui, il y a des gens qui sont solides en maudit. Alors, tu as le chanteur de Kiss, Gene Simmons, pas Gene Simmons, c'est en tout cas, le chanteur de Kiss, qui est là-dedans aussi. Et tu en as toute une série, je trouve le message très amusant. Oui. L'autre message que je trouve amusant, et ça nous montre un petit peu la couleur des messages qu'on risque de voir durant le Super Bowl, c'est que je rappelle que ce n'est pas la fin de semaine pour les messages politiques. C'est pas la fin de semaine pour la morale. C'est la fin de semaine de l'amusement. Moi, j'appelle ça une zone là, où il faut oublier ça. Là. Je sais qu'il y a toujours des gens qui pensent que tout doit être politique, là. Mais moi, je pense qu'ils sont dans le champ. Puis d'ailleurs, je pense que 2023, je te ferai une prédiction, il y a beaucoup d'entreprises qui vont réaliser que faire de la politique quand tu vends des produits, c'est rarement une bonne idée. Mais ça serait une de mes prédictions 2023 que je te ferai. Mais en attendant, il faut que tu fasses rire les gens. Mais faire rire les gens, c'est généralement rire tantôt des plus vieux, des plus jeunes, des hommes, des femmes. Tu vois un peu le genre de problème que ça pose. Dans chacun des cas, si tu fais ça, tu vas te le faire reprocher. Maintenant, le défi que je t'ai donné, c'est de me faire rire sans que je sois choqué à la fin. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont faciles à choquer. Hein? Ouais, avec tout le phénomène du workisme, en quelque sorte, oui. En sorte qu'il y en a qui approprient certaines batailles aussi. Ils s'offusquent un peu de rien ou s'offusquent de quelque chose, mais que ce n'est même pas leur combat. Ça complexifie le travail. Et comme tu dis, l'humour, c'est le fun aussi quand l'humour te choque un peu aussi d'une certaine façon, qui suscite aussi une certaine réaction. Sinon, malheureusement, c'est de l'humour flat. Puis de l'humour flat, ça ne fait pas vendre. C'est plate à dire, mais c'est... Dans cette ligne, tu devines, Benoît, que le défi, c'est comment je fais rire sans trop choquer. Ce qui, dans la vie, est très difficile, parce que si tu vas dans un show d'humour, tôt ou tard, on va rire d'un couple, d'une réaction de couple. Mais
Tu auras compris que si on rit de couple, donc on rit-tu des hommes, on rit-tu des femmes, on rit-tu des nouveaux couples, on rit-tu des vieux couples. Il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, qui est offusqué. Alors, pourquoi cette grosse introduction-là? Pour rappeler que la beauté de la pub, c'est qu'elle nous dit aussi sur le plan culturel quelque chose sur la culture du moment. Une antenne sur les valeurs du moment. Alors, je vais faire le lien avec le bye-bye. Regarde-moi bien aller. La pub qui a gagné le bye-bye cette année, c'est une pub où à la fin, qu'est-ce qu'on avait? On avait le bureau des passeports. Je ne sais pas si tu te souviens de cette pub-là, qui a fait réagir. C'est la pub qui a gagné le premier rang. C'est une pub de Mondou avec les petits chats. Si je raconte ça, probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah oui, oui, je me souviens de la pub des chats. » Qu'est-ce que c'était comme humour? Au fond, on riait d'un problème que n'importe qui un jour est susceptible d'avoir. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller en voyage, il me faut un passeport, puis ça ne rentre pas. Alors, la pub, à mon avis, qui va générer les résultats les plus intéressants durant le Super Bowl de dimanche, c'est une pub de Pepsi. Et c'est la fameuse pub, ça nous est tous déjà arrivé d'ailleurs d'appeler à quelque part, puis on nous dit « Votre appel est important pour nous. » Oui, tout à fait. Et la réalité, c'est que je te nommerais 3-4 grosses business au Québec, que c'est rare quand j'appelle, que je suis servi à l'intérieur d'une heure. Alors, j'aurais le goût de te dire que si mon appel est important, sans Presti, c'est pas convaincant. D'accord. Alors, c'est ça la pub. Alors, vois-tu, l'idée, c'est on rira pas des hommes, on rira pas des femmes, on rira pas des jeunes, on rira pas des vieux. On va rire d'une situation que tout le monde est susceptible d'éprouver tôt ou tard. Alors, c'est ça que je trouve. Et à cet égard-là, il y a un lien direct entre le message qui a gagné le bye-bye et le message qui risque de se retrouver dans les 3 ou 4 premiers du côté de Pepsi. Alors, qu'est-ce que c'est la pub? Il faut la voir, c'est très amusant, c'est très bien fait. C'est le couple qui tente de rejoindre une entreprise. On est en attente et le gars décide de faire des pitreries. Parce qu'évidemment, tout à coup, ça revient. Il dit attention, nous allons prendre votre appel. Là, après ça, on revient avec dans 20 minutes. Tu vois un petit peu le genre. Alors, le gars décide de faire des pitreries, la fille décide de faire des pitreries, puis à la fin, ils ont un bon moment de rigolade. Alors, l'humour, le défi, et là, je trouve que c'est très bien réussi. Donc, l'axe de l'utilisation de l'humour, ce que j'aime avec ce que tu dis, Luc, c'est vraiment de dire effectivement, à la place de rire d'une catégorie de personnes ou d'un profil de personnes, on va rire d'une problématique qui rassemble des gens. Et ça, ben, ça peut devenir efficace. Je trouve ça, dans le fond, c'est l'approche un peu de la nostalgie. Parce que la nostalgie, c'est un peu ce qui va. On va arriver avec un fait de l'histoire qui va nous rappeler des bons souvenirs. Ça va nous rassembler, ça va nous stimuler. Mais là, on l'applique, dans le fond, c'est quasiment la même approche, sauf en disant, à place de prendre un bon souvenir, on va prendre un problème qui dérange tout le monde. Puis là, on va essayer de rassembler ces gens-là autour d'une marque en les faisant rire et ainsi de suite. Puis d'ailleurs, dans la campagne de Pepsi, en fin de semaine, Pepsi, justement, on avait deux athlètes ou deux personnes qui étaient en désaccord sur un sujet, mais la seule chose sur laquelle ils étaient en accord, c'était le Pepsi Zéro qui débouche et qui prenait une gorgée. Que ça, là-dessus, on s'entend, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme axe de communication. Là, je trouve ça intéressant ce que tu apportes. Et aussi, puis là, j'ai commis des flashs de Pepsi de ce que j'ai vu dans les dernières semaines. Effectivement, ils poussent là-dessus, puis ça pourrait être payant. Oui, et tant d'autres, ça serait dans mes 3 là, que j'ai vus dans leur totalité. En fait, dans leur quasi-totalité, dans un cas en particulier. Puis tu devines que dans le cas de Pepsi, ben, l'attente devient le prétexte pour boire du Pepsi. Alors là, c'est le produit qui devient la vedette, même si à la fin, sur le plan des qualités intrinsèques du produit, mais évidemment, comme on l'a mentionné ici à mille et une reprises auparavant, quand tu vends du Pepsi, tu ne vends certainement pas du liquide brun sucré qui pétille. C'est pas ça que tu vends. Tu vends en fait tout sauf ça. Mais l'autre message que j'ai trouvé très bon, c'est 2 acteurs qui sont côte à côte. Okay. Et qui, à un moment donné, l'un des deux dit à l'autre, tu sais que tu es vraiment bon. Hein? Et puis l'autre le regarde et il dit, mais toi aussi, t'es vraiment bon. Et puis là, éventuellement, ce qu'on comprend, c'est que le premier acteur qui a dit au deuxième qu'il était bon, il dit en regardant la caméra, là, je suis en train de faire de l'acting. Ce que je vous dis, c'est qu'on m'a dit de dire ça, mais
mais je pense pas vraiment qu'il est si bon que ça. Ah oui, ben, t'as annoncé quelque chose, alors c'est l'autre maintenant qui parle. Ben, moi aussi, quand je t'ai dit que tu étais bon tantôt, je la pensais pas vraiment. D'ailleurs, je pense que tu es un has-been, puis tu es chanceux d'être dans la même publicité que moi parce que ça va te donner un peu de visibilité parce que tu n'en as plus beaucoup. Ah, puis l'autre, ben oui, mais toi, si c'était juste le talent qui te garantissait ta visibilité, ça fait longtemps que tu n'aurais plus. Alors, ça, c'est un autre concept que j'ai trouvé très, très fort. Encore une fois, de qui on rit ici? On rit des acteurs. Alors, évidemment qu'au moment où vous signez le contrat, généralement, si on vous dit, écoute, on aurait le goût de rire de toi, est-ce que 5 millions pourraient faire le travail? Euh, Probablement que si vous êtes normal, vous dites, écoute, pour 5 millions, tu peux faire 2 blagues sur moi sans aucun problème. Mais oublie surtout pas de déposer le chèque après avoir tourné la pub. Tout à fait d'accord. Luc, écoute, moi, ce que je vais faire, entre autres, sur la page Facebook de Ben Lala et sur le site également, lorsqu'on aura justement les publicités, je vais les publier la semaine prochaine. Parce qu'actuellement, on parle du phénomène, on parle des coûts, on parle des différents éléments importants qui sont à retenir, je pense, dans le cadre notamment du Super Bowl. Mais j'aimerais ça t'amener ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est parce que depuis, je dirais, le mois de décembre, fin novembre, début décembre, il y a un phénomène qui est en train de changer toute, je dirais, la stratégie de comment est-ce qu'on génère du contenu. Et qui peut avoir un impact justement pour ceux qui génèrent du contenu sur les réseaux sociaux, sur les blogs et ainsi de suite. Puis ça l'approche, en fait, ça touche aussi la profession des gens qui travaillent en marketing. Je parle ici de l'intelligence artificielle, à l'occurrence ChatGPT, qui a fait l'actualité et qui bouleverse aussi un peu tout ça. Et j'ai eu la chance de le tester dernièrement et j'ai vu à quel point c'était, comment je peux dire ça, que c'était efficace. Je ne veux pas qu'on tombe dans l'aspect, je dirais, éthique de la chose, parce que dans le fond, on peut l'utiliser pour faire de la recherche d'informations sur certains éléments, puis après ça, on peut en disposer un peu de la façon qu'on veut, bien sûr. Et bien sûr, si on n'a pas de source, parce que malheureusement, ChatGPT ne nous donne pas les sources, ça, c'est une autre histoire. Il faut juste être en mesure de bien le gérer. J'aimerais ça t'entendre là-dessus sur l'impact de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. C'est quoi son impact sur le monde du marketing aujourd'hui en 2023, sachant que tout va vite et qu'il faut générer du contenu de façon à la vitesse de la lumière, en quelque sorte. Oui. C'est moi la plus grande révolution depuis Internet, carrément. Donc, n'ayons pas peur des mots. Je pense que c'est plus gros que l'iPhone, puis on va reconnaître que l'iPhone a changé la vie de tout le monde. La preuve, c'est que peu importe où vous vous promenez maintenant, il y a toujours quelqu'un en train de regarder son iPhone. Tout le monde est penché, tout le monde regarde ce qui peut se passer là-dessus. Récemment, je faisais l'épicerie pas loin de chez moi. J'étais surpris du nombre de personnes maintenant qui vont scanner systématiquement les produits, qui vont appeler un conjoint ou une conjointe en disant comment ça coûte là, qui vont vérifier le prix du produit du côté de la bannière en compétition ou compétitrice. Mais sur le plan communicationnel, ça veut dire rédiger des slogans, ça veut dire rédiger des argumentaires, ça veut dire rédiger des communiqués de presse en relations publiques, ça veut dire ultimement, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est faire de la gestion de crise. Alors là, je m'explique. Ça veut dire que si tu jetais un coup d'œil très attentif, par exemple, sur le flux Twitter, pour prendre juste un exemple très, très simple, là, mais juste le flux Twitter d'une entreprise qui est aux prises avec un problème. Tu pourrais laisser le soin à l'intelligence artificielle d'identifier les mots-clés qui sont utilisés, quand est-ce que le vent tourne, quand est-ce que tu devrais prendre la parole, quand est-ce que tu devrais cesser de prendre la parole. Et tout ça est possible avec ce qu'on appelle le forage de données, le big data, c'est l'expression qu'on utilise communément, et les algorithmes. Alors, c'est une révolution de ce côté-là. Si actuellement vous nous écoutez et vous aspirez à travailler un jour en communication, je vous présente quelqu'un avec qui vous allez travailler très, très souvent. Il y a des gens qui prétendent que c'est plus de 40% des emplois à venir dans les 10 prochaines années qui, d'une façon ou d'une autre, seront liés à l'intelligence artificielle. Et c'est une intelligence qui apprend, je le précise parce que je vais te raconter 2 petites anecdotes rapidement. Évidemment que j'ai passé énormément de temps là-dessus. Dès que j'ai vu ça, il y a des moments dans la vie où tu essaies quelque chose pour la première fois et tu sais qu'il te passe quelque chose. Je ne sais pas si tu te souviens de la première fois que tu es allé sur Internet. Dans le temps, il fallait se brancher sur notre ligne téléphonique à la maison. Ça faisait... On branchait, puis là, ça partait. J'ai souvenir la première fois, elle m'a dit « Wow, que c'est remarquable ». Alors, dans ce cas-ci, ce que je trouve remarquable, je lui pose une question sur un publicitaire connu. Ça va? Il me raconte l'histoire du publicitaire connu en question. Il fait une erreur.
Il lui attribue quelque chose, il aurait dû attribuer à quelqu'un d'autre. Je lui dis, tu as fait une erreur. Je lui explique son erreur. Le lendemain, je retourne sur l'application et je repose la même question que j'avais posée la journée d'avant. Il a corrigé son erreur. Ah. Il a introduit la nuance. Ah, ouais. Premier exemple. Deuxième exemple. Je fais quelque chose, je lui parle aussi d'un publicitaire, mais plus près de chez nous, Jacques Bouchard, pour ne pas le nommer. OK. Je lui dis, parle-moi de Jacques Bouchard, publicitaire connu. Il me répond, je n'ai rien sur Jacques Bouchard, je ne sais pas de qui tu parles. Je prends le wiki, je fais un copier-coller du wiki. Je mets ça comme réponse. Quelques instants plus tard, je lui repose la question, parle-moi de Jacques Bouchard. Et soudainement, il a une réponse. Vois-tu? La rapidité avec laquelle il a appris. J'ai un ami qui est dans le domaine artistique. Alors lui, ce qu'il développe, c'est des concepts d'émission. D'ailleurs, il a signé certains contrats avec de très, très grosses entreprises, très, très connues. Alors, il est dans le domaine de la bande dessinée en particulier. Lui, lorsqu'il fait le pitch, comme on l'appelle communément de sa série, il a besoin d'images. Jusqu'à tout récemment, il travaillait avec des artistes. Mais les artistes travaillent à leur vitesse, en fonction de leur contrat, en fonction d'une foule de critères sur lesquels on n'a pas de contrôle en tant que concepteur d'une série télévisée. Mais lui, il a besoin de ces images-là. Il n'a pas besoin de ces images dans 6 mois. Il ne peut pas attendre. Alors, il y a une application qui s'appelle Wonder, qui porte très bien son nom d'ailleurs. C'est merveilleux. Il entre un certain nombre de données là-dessus. Il m'a montré, Benoît, les résultats. Je les ai vus. Là. Je ne te parle pas de quelque chose, l'histoire du gars qui parle au gars qui a parlé au gars. Là. Il m'a montré dans le temps des fêtes ce qu'il a fait. En fait, ce que l'application a fait. Okay. Est-ce que tous les dessins sont remarquables? Non. Est-ce qu'il y a des dessins extraordinaires? Oui. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Absolument. Est-ce qu'il peut utiliser ça pour dorénavant faire son pitch quand il a besoin de présenter une série? Certainement. Et probablement que le résultat, dans certains cas, est meilleur que ce qu'il aurait eu avec un créateur, parce que parfois, le créateur t'arrive avec quelque chose, tu dis, c'est pas tout à fait ça que je voudrais. Pourrais-tu tasser un peu le cheval à droite? Pourrais-tu le mettre un petit peu plus petit, puis plutôt blanc que tacheté? L'application fait ça instantanément. J'ai vu des choses extraordinaires. Alors, dans le domaine artistique, là, pour ceux qui sont dans le domaine artistique, attachez vos trucs. C'est une révolution. Dans le domaine de l'enseignement, c'est une révolution. Si on avait l'habitude, par exemple, de demander certains types de travaux, ça va devenir un petit peu plus délicat. Au moment où on se pense qu'il va nous sauver en tant qu'enseignant, c'est le nombre de caractères pour la réponse. Mais quand Microsoft va l'offrir avec Bing, je suis convaincu qu'en échange, par exemple, d'un 20 $ par mois, on te dira, si tu veux l'équivalent d'un chapitre de livre, on va te donner un chapitre de livre. Alors, sur ce plan-là, c'est une révolution. Mais c'est une révolution aussi qui active, en fait, tu as dit quelque chose, la rapidité. Écoute, je faisais des recherches dernièrement sur l'utilisation de freelance pour générer du contenu et j'ai tombé sur une annonce d'un étudiant de l'Université de Montréal qui disait j'ai besoin d'un travail, je paye 10 € pour tel, puis c'est un étudiant de l'Université de Montréal. C'est pas parce qu'il est à l'Université de Montréal, c'est que lui, dans le cadre d'un cours, il voulait chercher quelqu'un pour dire regarde, j'ai besoin de quelqu'un pour écrire mon travail, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, possiblement que lui pourrait, il pourrait utiliser ça, mais encore là, toute la question de l'éthique, puis comme je dis, je ne veux pas tomber là-dedans, mais faire attention au plagiat, tu sais, puis ça, veut pas, le plagiat était déjà une problématique de copier-coller, de citer ses sources, de citer à quel endroit qu'on prend nos affaires, parce qu'il faut donner aussi ce qui est à César, ce qui revient à César est à César. Il faut être en mesure de le citer. Puis, tu sais, c'est pas grave si on dit, par exemple, Luc Dupont mentionne tel élément. C'est pas Benoît Rochefort qui l'a dit, c'est Luc Dupont. Il a travaillé là-dessus. Donc, donnons la référence en question. Et là, c'est là que l'enjeu aussi sur le plan pédagogique et de l'enseignement et du côté de l'étudiant, parce que là, il y en a qui nous écoutent, il faut être vigilant par rapport à ça, parce qu'il y a aussi, heureusement, des logiciels, en fait, de l'intelligence artificielle qui détectent l'intelligence artificielle. Alors, j'ai hâte de voir l'efficacité que ça a, mais c'est quand même des outils. Puis malheureusement, je pense que ça peut, en fait, ça peut être difficilement intégrable dans un contenu qu'un étudiant livre à un professeur, mais pour être capable de comprendre un sujet,
Tantôt, tu faisais référence à Wikipédia sur une personnalité. Ben, tu sais, veux pas, des fois, quand tu cherches à te positionner sur un sujet, comprendre rapidement, ben, quand tu vas chercher un résumé sur Wiki, tu vas être capable de OK, eux autres, ils l'ont abordé comme ça, c'est eux autres les principaux auteurs, c'est ça les écoles de pensée, ou c'est ça les. Après ça, tu fais tes propres recherches, puis tu es capable de bâtir quelque chose de ta plume, en quelque sorte. Donc, il y a vraiment deux côtés. Puis, tu sais, comme professeur, moi, je me pose la question depuis le mois de novembre. Je me dis de quelle façon, moi, je peux l'intégrer pour améliorer mon enseignement, améliorer. Puis, tu sais, je te partageais en préambule avant d'enregistrer. J'ai écrit un cas que normalement, ça me prendrait 5-6 heures à faire. Ça a pris 15 minutes. Un cas dans lequel, justement, j'ai pris la solution, je l'ai tapé sur ChatGPT et malheureusement, ce n'était pas la solution que j'avais besoin. Peut-être que je rentrerais les solutions qui me seraient présentées, possiblement qui s'ajusteraient et il me le donnerait, mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas qu'il me génère la réponse, dans le fond, au cas, parce que je ne veux pas, même juste avec une question, il faut qu'il y ait la mise en contexte. Bref, pour être capable d'y répondre, mais qui sait, peut-être qu'un jour, ça sera possible parce que l'évolution technologique en lien avec ça devient un enjeu important. Donc, toute l'intégration, autant de la part des étudiants que de la part de l'enseignement, mérite une bonne réflexion aussi parce que, essentiellement, c'est que si on donne notre travail à faire à une intelligence artificielle, avant tout notre progression, notre capacité de réfléchir, notre connaissance, notre développement de connaissances nous-mêmes comme humains. On est capable de jaser ensemble de marketing, on parle de cette passion-là, mais j'ai fait mes cours, puis j'ai lu mes livres, puis je me suis informé, j'ai de la pratique, j'ai tout ça qui fait en sorte que ça l'a forgé ma réflexion, mon positionnement face à un sujet qui est le marketing et la communication. Et quand on en discute ensemble, je n'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour aller chercher des références. On est capable d'échanger. Alors là, c'est comme tout ce débat éthique-là, de tout ce débat de nous, notre propre apprentissage. Si on peut faire par quelqu'un d'autre, mais on ne développera jamais la connaissance et la compétence. C'est là où, à un moment donné, je pense, il va falloir qu'on soit capable de jouer avec ça. Mais si je reviens un peu à ce que tu disais dans l'utilisation, quand Internet est arrivé, il y avait effectivement plein de choses qu'on se disait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais tu sais, Internet a changé notre vie. L'intégration d'Internet sur nos mobiles, c'est des transformations qu'on a connues, puis c'est pas dans. C'est pas dans un horizon de 100 ans, c'est dans un horizon de 20-25 ans dans lequel on a vécu ces changements-là. Donc, notre société s'est transformée de façon importante. Donc, il va falloir qu'on soit en mesure de s'adapter, mais s'adapter aussi de la bonne façon. Il ne faudrait pas non plus je ne sais pas quel terme non vulgaire utiliser pour dire ça, mais il ne faudrait pas non plus s'embêtiser en quelque sorte. Il ne faudrait pas perdre la faculté d'apprendre et de réfléchir, qui, à mon avis, fait en sorte que l'humain est ce qu'il est. Oui, puis j'ajouterais une dernière remarque là-dessus, parce que je t'en parlerai évidemment pendant des heures et des heures, mais si on est Google actuellement, et il faut savoir que dans le temps des fêtes, il y a des gens qui me racontaient que chez Google, en Californie, il n'y a pas eu de congé des fêtes parce qu'on a compris évidemment que cette application-là, l'expression qu'on utilisera en marketing, c'est un game changer. Hein? C'est que soudainement, pourquoi j'irais chercher quelque chose sur Google et souvent, je ne trouve pas tout à fait ce que je cherchais. Et souvent, il faut que j'explore 3, 4, 5, 6, 7 sites avant de trouver quelque chose qui ressemble un petit peu plus à l'info que je cherchais précisément. Alors, c'est sûr que ce temps-là que tu passais sur Google, maintenant, c'est un temps que tu passes sur l'application d'intelligence artificielle. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que Google réalise qu'elle a manqué le bateau. Google s'est excusé en disant « on a déjà ça », mais tu auras compris qu'en marketing, quand tu as déjà ça, mais que ce n'est pas public, tu ne l'as pas. On se comprend? Même si tu l'as. En marketing, si tu as quelque chose puis personne ne sait que tu as quelque chose, tu ne l'as pas. Puis si je ne peux pas l'utiliser, tu ne l'as pas. En marketing, on dirait que tu es un menteur. Google va me dire « oui, on l'a ». Oui, tu l'as, mais on ne le savait pas. Ou tu ne l'avais pas mis accessible, ou c'était quelques employés à l'interne. Donc, sur ce plan-là, c'est alerte rouge, et c'est l'expression qu'on utilise actuellement du côté de Google, parce que tout le modèle d'affaires de Google repose sur toi, puis moi, puis tous les autres qui nous écoutent. 8 milliards de recherches par jour, de gens qui disent « je cherche quelque chose ». Ah, pourrais-tu te vendre une pub avec ça? Et là, soudainement, avec ChatGPT, pour l'instant, il n'y a pas de pub. Pour l'instant, il n'y a pas de pub. Mais
le temps que je passais sur chat, je ne le passe pas sur Google. Je suis convaincu qu'à l'interne, déjà, ils ont des chiffres très précis là-dessus. Sans surprise, je rappelle, c'est Microsoft qui est en train de mettre la main partiellement sur chat GPT. Google, vendredi dernier, donc au moment où on enregistre, nous sommes mardi matin, mais vendredi dernier, à la fermeture des marchés à 4h15, a fait quelque chose qui ressemble étrangement à un début d'acquisition d'une entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour la petite histoire, il y a des anciens employés de ChatGPT qui ont quitté l'entreprise, qui ont créé une nouvelle entreprise, et c'est ça que Google a partiellement acheté. Alors, vois-tu comment, à la fin, on parle de 3, 4, 5 joueurs, Apple, Amazon, Microsoft, Google, qui vont probablement mettre la main sur ça. Et je dis mettre la main parce que l'intelligence artificielle a ceci de particulier que ça coûte extrêmement cher. Hein? Tu sais que chaque recherche sur ChatGPT coûte quelques sous, alors que les recherches sur Google coûtent à peu près rien. Alors, c'est l'avantage du modèle, évidemment. Ça ne coûte rien, je te vends une pub, on va faire du fric. C'est bon, ça. Alors, mon très cher Luc, j'en profite pour te remercier d'avoir pris du temps dans cet épisode. Écoute, j'ai vraiment du plaisir à te jaser. Puis je devrais, en tout cas, je sais que ton temps est précieux, je devrais t'inviter plus souvent, au moins dans chacune des saisons. Là. La saison d'automne, on a tout le temps de quoi se dire. Donc, écoute, je t'enverrai une invitation lors de l'automne prochain, si bien sûr ton temps et ton agenda te le permet, parce que c'est très occupé. Alors, merci beaucoup, Luc Dupont. Alors, pour nos auditeurs, écoutez, je vous remercie d'avoir été présents. J'espère que vous avez apprécié l'entretien que j'ai reçu, en fait, que j'ai eu avec Luc Dupont. Et bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et bien là, est disponible sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute. Alors, sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!